Cette exposition date de 2009 et elle a été réalisée par les 5 CAUA de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. À l'époque, il s'agissait de faire la démonstration via cette exposition que l'utilisation du bois pouvait être utilisée dans différents types de programmes et pas seulement pour les grands équipements comme les gymnases et on a tous en tête les charpentes à lamier collé. Et donc de montrer qu'au quotidien, dans la construction classique, on pouvait utiliser ce matériau-là. À cette époque, la diffusion d'une architecture en bois commençait à apparaître, notamment dans les revues d'architecture, sous l'influence des pays du Nord et notamment aussi du Vorarlberg en Autriche. Et par contre, on remarquait quelques réticences au niveau régional pour des raisons culturelles, un peu de culture constructive notamment, à l'utilisation de ce matériau-là. Et l'objectif de cette exposition était donc de promouvoir ce matériau-là dans la construction. Donc là, je vais vous présenter un petit document qui a comme support l'exposition Profil Bois. Et donc, je vais vous présenter ça selon 3 chapitres notamment, enfin 3 étapes. Je vais d'abord essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est important de construire en bois. Ensuite, je vais vous expliquer très brièvement comment construire en bois, les différents systèmes constructifs. Et puis après, on abordera quelques questions, quelques points de vigilance, quelques conseils pour construire correctement en bois. Pourquoi construire en bois? Tout d'abord parce que c'est bon pour la planète. Effectivement, le bois est un allié pour lutter contre le réchauffement climatique. La forêt est une véritable pompe à CO2 et qui, grâce à la photosynthèse, elle absorbe énormément de quantité de gaz à effet de serre. Donc une forêt correctement gérée aujourd'hui constitue un allié précieux pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va capturer du CO2, plus on va le stocker dans la construction bois, puisque quand on coupe un bois, le CO2 qui est stocké pendant la croissance du bois, il est encore présent quand on transforme, quand on coupe le bois. Et donc, on va être capable de stocker à long terme, comme ça, beaucoup de CO2, et donc on va participer à cette lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, quand on travaille 1 mètre cube de bois, on stocke 1 tonne de CO2, ce qui n'est pas négligeable. Donc le bois est un véritable piège à carbone. Comme je le disais, 1 mètre cube de bois récolté et transformé, c'est égal à 1 tonne de CO2 stocké. Et en zone tempérée, ce qui est intéressant, c'est que des forêts jeunes et en pleine croissance sont plutôt propices à l'absorption de CO2. En effet, quand on gère correctement une forêt, c'est-à-dire qu'on plante des jeunes pousses, on coupe des pousses anciennes, enfin on coupe des arbres qui sont en pleine maturité, et donc on est dans un effet pompe à CO2 puisque les jeunes pousses sont très très gourmands en CO2 et donc elles activent encore plus ce système de captation du CO2 et donc on a un effet très très bénéfique et ce qu'on appelle un effet pompe qui fonctionne à plein régime. Et donc une forêt correctement gérée, encore une fois, hein, avec des coupes et des replantations, participe pleinement à cet effet bénéfique pour la planète. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le bois, bien entendu, il ne fait pas que pousser, il faut le transformer, bien entendu, après. Il faut le scier, il faut le transporter à la scierie, il faut le couper sur place, l'exploiter, et bien entendu, après, le diffuser, le mettre en œuvre. Mais ce bois, dans toute sa chaîne de production, qui va de l'exploitation et même jusqu'au recyclage, donc ce bois, pour 1 mètre cube de bois scié et transformé, on a besoin de 350 kWh d'énergie pour arriver à cette production de bois. Par comparaison, le béton, lui, va demander 2 fois plus d'énergie. Le ciment va en demander 5 fois plus. Et par exemple, si on prend les métaux, un aluminium va demander 400 fois plus d'énergie pour produire un mètre cube. Pour produire 1 mètre cube d'aluminium, on va dépenser 400 fois plus d'énergie que pour produire 1 mètre cube de bois. Donc on est vraiment gagnant à tout point de vue, à la fois on stocke, mais aussi on réduit des dépenses énergétiques pour produire ce matériau-là. À travers ce petit diagramme, on voit pour la construction d'une maison individuelle d'une surface à peu près de 100 mètres carrés sur 2 niveaux, on peut voir quels sont les différents postes et les différentes consommations et rejets de CO2 fabriqués par les différents matériaux. Vous voyez que le béton armé est très important. Tous les matériaux qui sont aussi cuits, comme la tuile, on a besoin d'éléments de cuisson pour leur fabrication. Voilà, c'est des matériaux qui rejettent énormément de CO2, alors que le bois, vous voyez, lui, il est plutôt négatif. Il va, une fois qu'on fait le bilan entre ce qu'il stocke et l'énergie dépensée pour le produire, on se rend compte qu'on réduit la facture énergétique de la construction d'une maison. Et donc, plus on va l'utiliser, plus ça va être intéressant. En France,
Vous voyez, on utilise 2 fois moins de bois qu'aux États-Unis dans la construction, par la construction en bois, et 5 fois moins, par exemple, qu'en Finlande. Donc, on a une marge de progression assez importante là-dessus. Et si on regarde ça au niveau national, je parlais de la captation du CO2 dans la forêt. En France, la forêt capte chaque année 70 millions de tonnes de CO2, et alors que la France rejette actuellement, je crois, 441 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, vous voyez qu'il y a une part très, très importante qui est captée par les forêts françaises. Construire en bois, c'est intéressant au niveau national, mais c'est aussi très très important pour notre région. La filière bois Occitanie est une filière qui est aujourd'hui très structurée. Et donc l'Occitanie, c'est la deuxième région française en termes de surface forestière. Et pourtant, elle occupe simplement la 5e place au niveau régional concernant la mobilisation de cette ressource. Et donc, on a un potentiel énorme au niveau départemental et au niveau régional. Il est peut-être pas encore assez bien utilisé. Et donc, voilà, il y a des efforts à faire sur cette filière-là pour mobiliser cette ressource et l'exploiter. Donc, on prélève aujourd'hui à peine 30% de ce qui pousse dans la région. Et donc, il y a une marge de progression qui est assez importante. On se rend compte que quand même cette filière bois dans la région, elle représente 30 000 emplois, ce qui n'est pas neutre. Et donc, voilà, donc il y a une marge de progression, et donc plus on va utiliser des bois, en tout cas de massifs, dans une proximité régionale, plus on va être vertueux et favorable, en tout cas, pour l'économie de la région. Donc, il y a un enjeu assez important à ce que cette filière se développe. Donc, ça, c'est une carte du département de l'Hérault, hein, où on voit à la fois les forêts, mais surtout aussi les communes forestières, c'est-à-dire c'est des communes qui adhèrent à une association de communes forestières. J'en parlerai un petit peu en fin d'exposé. Et donc, ça sous-entend qu'elles ont, pour la plupart, des ressources sur leur territoire. Et donc, vous voyez comment se répartissent, bien entendu, les surfaces forestières dans le département, effectivement plutôt dans les Hauts-Cantons et autour des Voies et du Clermontais, mais aussi par d'autres, des petits effets de petits massifs aussi à certains endroits. Et donc, on a une forêt qui est quand même fortement représentée sur notre territoire. Elle est surtout composée de feuillus, hein, à 77% de feuillus, et puis avec un peu moins de résineux. Et ces feuillus, ils sont surtout sur les chênes pubescents, les hêtres. Et donc, voilà. Donc, on a une ressource. Je parlais du bois transformé, utilisé dans la construction, mais ce bois, quand il est transformé, quand il est utilisé, ou quand il est aussi recyclé, ce bois, hein, il produit des déchets. Et ce qui est très intéressant avec cette filière-là, c'est que même ces déchets-là sont valorisables, et la ressource, elle est aussi valorisable pour toute la question énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur cette carte, là, vous voyez tous les lieux où il y a des chaufferies à base de bois, toutes les collectivités. Alors, cette carte est un peu ancienne, mais malgré tout, elle dit que voilà, sur le département et sur la région, on a déjà une présence de chaufferie bois. Donc, le bois énergie, c'est aussi un élément important. Et le bois énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire des déchets issus de la construction qu'on va vouloir revaloriser, recycler. Donc, c'est le bois déchiqueté, par exemple. Ça peut dire, on réutilise aussi toute la sciure, les copeaux des menuiseries ou des scieries, et on peut fabriquer du granulé bois. Donc voilà. Donc encore une fois, alors ça va être du bois. Il y a aussi le bois de chauffage, bien entendu, plus classique, mais c'est du bois. Alors ça, c'est du bois qui va rejeter son CO2, mais malgré tout, il participe d'une valorisation de la filière, d'une valorisation des déchets, et ça, c'est un point très très important. Deuxième point plus important, donc on a vu que c'était important de construire en bois parce qu'on stockait du CO2, mais il y a un effet aussi très très important parce que c'est beaucoup plus sain, et notamment sur la qualité de l'air intérieur. Donc, vous le savez, on a de plus en plus d'exigences aujourd'hui au niveau environnemental, et au niveau énergétique, au niveau des maisons. Et ces maisons sont, si à une époque on pouvait considérer que les maisons étaient des passoires thermiques, ce qui n'est pas bien puisqu'on chauffait à l'extérieur, aujourd'hui ces maisons, par nécessité, sont de plus en plus isolées et de plus en plus peu perméables on va dire à la ventilation naturelle. Donc aujourd'hui, on a des systèmes de ventilation mécanique qui sont parfois simples ou parfois plus complexes avec les doubles flux, et donc on ventile mécaniquement les maisons.
Et ces maisons sont très, très étanches à l'air. Et donc aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur, c'est devenu un problème important, peut-être presque un problème de santé, hein, c'est vraiment très, très important que ces maisons soient bien ventilées. Quand on travaille avec un matériau comme le bois, on a un petit peu d'avantage parce que bon, si ce matériau-là est utilisé correctement, si on a fait attention à ce que ce bois n'émette pas lui-même des polluants, hein, notamment sous réserve que les substances qui sont adjointes, les colles, tous les traitements ne soient pas nocifs, si on est très vigilant là-dessus, on va avoir un matériau un matériau bien sûr naturel et vivant, qui respire, qui régule l'humidité ambiante et qui, par ses qualités du coup à la fois isolantes et hygroscopiques, crée un effet, ce que les chercheurs appellent une zone de confort optimum, qui neutralise à peu près tous les facteurs de nuisance qui sont liés au phénomène qu'on peut constater dans un bâtiment. Et donc ce bâtiment, on va dire, respire d'une façon générale. Il est perméable à la vapeur d'eau, notamment les parois sont perméables à la vapeur d'eau. Et donc, l'atmosphère de cet habitat va être beaucoup plus sain sous l'effet régulateur en fait, du bois. Donc, voilà. Donc, on peut trouver, alors c'est très important pour l'habitat, mais ça peut être aussi très, très intéressant pour les établissements scolaires, pour les établissements médicaux. Et quand on regarde le temps qu'on peut passer dans des bâtiments à certains moments, voilà, la qualité de l'air, elle est importante et le bois est un élément important qui permet de s'assurer d'une qualité de l'air. Pourquoi construire en bois? Aussi parce que c'est rapide, grâce à la préfabrication, je vais l'expliquer, léger et sec, je vais l'expliquer également aussi. Donc le bois est un matériau qui est léger, hein, il est 5 fois plus léger par exemple que le béton, et sa résistance mécanique est tout aussi importante. Et donc ce matériau-là qui est léger, on va pouvoir le mettre en œuvre et préfabriquer. On va pouvoir faire travailler beaucoup en préfabrication, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en amont, à l'atelier, en usine, construire des éléments, par exemple des éléments de paroi, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis venir très rapidement, une fois que ces éléments sont construits, préassemblés, les déposer grâce à des grues sur le chantier. Et donc très très vite, on va être capable de mettre un espace hors d'eau, et donc très rapidement être capable finalement de construire grâce au temps qu'on va gagner en préfabrication. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est donc cette légèreté, elle permet bien entendu cette préfabrication. Elle est aussi très très adaptée à la question des surélévations. Dès qu'on veut travailler sur une extension, une surélévation d'un bâtiment, travailler avec un matériau léger, c'est plutôt favorable, hein, c'est plutôt intéressant. Et puis, ce qui est très très important aussi, c'est qu'on travaille sur des chantiers secs. Dès qu'on utilise le bois, on utilise beaucoup moins d'éléments à base de béton qui vont mettre du temps à sécher. Donc, peu d'eau, qui dit peu d'eau, qui dit peu d'humidité dans ces chantiers-là. Et donc, c'est un élément aussi intéressant. Et puis, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais on est des chantiers qui sont beaucoup plus propres, puisqu'en fait, les déchets sont pour la plupart recyclables. Et donc, quand on est sur la préfabrication, il y a assez peu de déchets sur place. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce bois, bien entendu, est isolant, hein. Le matériau bois, c'est un isolant très, très performant. Et donc, c'est aussi un des avantages de pouvoir l'utiliser dans la construction. Donc, j'expliquais un petit peu la préfabrication. On voit, par exemple, sur cet exemple qui est présenté dans l'exposition, une maison à clapier, où il s'agissait d'agrandir la maison, de la surélever. Et donc, sur la première image, tout à gauche, vous voyez la maison dans son état d'origine. On va déposer la toiture de ce premier volume qui est en premier plan. On va venir livrer les panneaux d'ossature sur la deuxième image avec une grue. On va venir les monter d'une façon, les murs préfabriqués d'une certaine façon, et rapidement poser une charpente et une couverture. Et voilà. Et en plus, on a des chantiers parfois qui sont dans des sites très contraints au niveau de l'accessibilité. On va limiter aussi les nuisances liées au bruit du chantier pour les voisins, parce qu'on va préfabriquer beaucoup de choses. Donc voilà, tout un intérêt à utiliser ce matériau-là, et qu'on peut comprendre à travers cet exemple-là, une maison réalisée à Clapier par Samuel Tamizier, architecte. Et puis, ce qui me semble très important aussi, et je pense que c'est une évidence pour tout le monde, c'est peut-être pour ça aussi que ce matériau
connaît l'engouement qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est que ce matériau, construit en bois, c'est noble aussi. Alors j'aurais envie de dire c'est beau, mais c'est très subjectif, mais c'est noble. Et ce qui est très intéressant dans la construction bois, c'est quand on arrive à montrer ce matériau-là. On arrive à le montrer, que ce soit à l'extérieur, on en parlera pour les bardages, mais aussi à l'intérieur, quand il s'agit notamment des charpentes. Donc sur la noblesse du matériau, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que le dessin des charpentes a évolué et a été enrichi. Il peut aujourd'hui participer, comme à l'époque d'ailleurs, mais il participe de façon nouvelle à la qualification de l'espace architectural et il renouvelle aussi l'écriture architecturale, notamment par des effets de tressage, de superposition, de croisement, des structures, d'accumulation de chevrons formant ferme, et ce avec des assemblages assez simples. Et donc l'idée, en tout cas l'intérêt de ces structures plus légères, c'est qu'elles utilisent beaucoup plus de bois. Hein. On a des éléments qui sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus rapprochés, et donc il y a un effet de masse et de matière qui est très très important. Et donc on a un volume de bois important, et du coup on révèle encore un peu plus la matière du bois. Mais du coup, ce qui est intéressant ici dans la région, c'est aussi de travailler avec des bois courts, des bois un peu moins longs, puisque je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais ce qui est notre forêt ici, elle a plutôt comme particularité de produire des bois, pas forcément des bois très très longs, mais des bois courts. Et donc, travailler de cette façon-là, c'est valoriser cette ressource qui peut-être ne pourrait pas être valorisée dans d'autres systèmes constructifs et pour lesquels on serait obligé d'aller chercher des matières ailleurs. Donc, en travaillant de cette façon-là, notamment cet ingénieur bois, structure bois qui s'appelle Anglade, Jacques Anglade, qui travaille beaucoup sur ce principe-là. Et on voit bien comment on peut à la fois fabriquer des systèmes très intéressants, très riches et très valorisants. Et je trouve que ça rejoint cette préoccupation de la qualité de l'espace qui est agrémentée par la présence du bois. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment construire en bois. Donc, historiquement, je veux dire, peut-être historiquement, peut-être pas trop chez nous, mais tout le monde connaît le système du bois massif, notamment à travers les images qu'on peut connaître des cabanes, pas des cabanes au Canada, mais presque, des cabanes en Amérique du Nord, où en fait l'ancêtre de la construction en bois massif, c'est le rondin de bois utilisé, le fuste utilisé dans sa matière la plus brute, à savoir il est juste écorcé, un tout petit peu ajusté, et puis on empile et on croise ces éléments massifs de bois massif les uns sur les autres, et de proche en proche, comme ça, on découpe des fenêtres et des portes, et de proche en proche, on construit une maison. Donc le bois massif, il est intéressant parce qu'il va permettre, comme c'est un isolant thermique assez performant, on va être très performant sur la paroi, sur la qualité de la paroi au niveau isolation. Et donc aujourd'hui, ce bois massif, il s'est un peu, on va dire, amélioré ou peut-être alors industrialisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de produire des profilés en bois massif qui sont soit légèrement voilà, un peu mieux assemblés, parfois carrément dessinés, c'est-à-dire sous la forme d'éléments de madriers, où on travaille des assemblages aussi dans les angles de la même façon. Donc voilà, on travaille ce bois massif, et il y a un exemple dans l'exposition qui montre une maison comme ça dans les Pyrénées-Orientales. Et voilà, donc il y a un effet intéressant, notamment sur les parois et sur l'utilisation du matériau, parce que là, vous vous en rendez compte, on utilise énormément de matériaux, donc on stocke beaucoup de CO2. Cet exemple illustre ce système de construction en bois massif, et là, dans l'exposition, vous regarderez cette maison de Gérard Schmitt, architecte, et qui a construit cette maison à Font-Romeu, où, alors ce projet est un peu ancien, il date de 1985, mais on voit comment cette technique de bois massif, les bois légèrement travaillés, c'est-à-dire aplatis sur les surfaces où ils doivent s'emboîter, malgré tout, voilà, on voit comment et quelle architecture ça peut produire. Alors, une architecture de montagne, hein, généralement, assez peu visible dans la plaine ou dans d'autres secteurs, mais là, on est sur une architecture de montagne, et on en retrouve beaucoup aussi dans les Alpes, cette architecture-là. Il y a des systèmes qui sont développés récemment, des plus industriels encore, c'est-à-dire c'est des constructions de panneaux de bois massif, c'est-à-dire qu'on va coller
ou clouer, enfin, on va surtout coller pour certains dispositifs, des planches ou des éléments les uns à côté des autres, et on va croiser des couches. On va coller plusieurs couches, et donc ces panneaux de bois massif, où on connaissait cette technique pour le lameller-coller, où on vient coller des lamelles entre elles, hein, et voilà. Mais on l'utilise maintenant sur des panneaux qui fonctionnent comme des voiles porteurs. Donc ces systèmes constructifs en bois massif par panneau, hein, voilà, on est capable aujourd'hui de générer grâce au processus industriel, des panneaux entiers que l'on vient assembler sur le chantier. Et donc, ces panneaux peuvent être constitués de très grandes dalles avec des portées intéressantes. Vous le voyez sur cette image-là, comment on vient voilà, découper une des façades de la maison avec les fenêtres, et comment on vient assembler de façon presque assez simple, alors ça paraît simple comme ça, mais assez évidente, des morceaux, et très très vite, là encore une fois, grâce à la préfabrication, grâce à ce procédé-là, on peut monter très très rapidement des maisons. Et donc c'est le système de bois massif contre-collé qui permet de construire très très vite. Voilà. Une autre technique de bois massif qui est présentée, et cette fois peut-être un peu moins industrielle, qui est peut-être plus facile à mettre en œuvre dans le cadre d'un chantier avec des process moins industriels, et qui est présentée aussi dans l'expo, c'est le bois massif qui est réalisé, qui permet de faire des planchers porteurs par clouage de planches sur champ. Donc on le voit sur la photo qui est au centre, hein, sur cette image-là, la vue 4. On voit comment on est venu clouer des planches les unes contre les autres et de proche en proche constituer une dalle porteuse. Alors ce qui est très intéressant avec ce système-là, c'est qu'il autorise l'emploi des planches de bois brut, puisqu'on n'a pas forcément, souvent on va remettre un sol par-dessus, on va pouvoir recouler une petite chape pour une dalle porteuse qui va venir par-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on peut la garder en sous-face, vue de dessous. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue esthétique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser beaucoup de bois courts ou de bois on va dire, de dimensions variables. On n'est pas obligé d'aller d'un point porteur à l'autre, puisque finalement, c'est l'effet de la nappe qui va porter, l'effet de la dalle qui va porter la dalle reconstituée en bois, qui va, avec ses bois mis bout à bout, cloués de proche en proche. Donc c'est cet effet-là qui va porter. Donc on peut utiliser des bois courts ou des bois d'essence réputés peu nobles, et qui présentent à la fois un intérêt de mise en œuvre assez simple, mais aussi voilà, des effets de sous-face. Et encore une fois, on utilise beaucoup de matière, et donc on stocke beaucoup de CO2, et vous voyez comme ça permet de réaliser des formes assez libres. Ici, dans cet exemple, c'est cette toiture courbe là, qui est réalisée avec ce procédé de bois massif, de planches clouées sur champ, encore une fois, avec une sous-face assez intéressante. L'autre système qui est le plus répandu aujourd'hui, enfin, qui a permis le développement de l'utilisation du bois en France, mais qui est historiquement, que vous connaissez tous historiquement, puisqu'il s'agit du système à colombage, donc les systèmes à ossature, où on va venir constituer des cadres rigides, porteurs, et donc dans le système à ossature et à colombage traditionnel, qu'on va venir remplir ensuite de torchis, de briques, de moellons de pierre, suivant l'endroit où on se trouve. Et donc, et vous connaissez donc ces systèmes à colombage caractérisés par le contreventement, c'est-à-dire cet élément en bois que l'on met en diagonale pour rigidifier le panneau. Voilà, ce qu'on appelle le contreventement. Et donc, aux États-Unis, ce système-là a été beaucoup utilisé et est beaucoup utilisé, mais avec des sections de bois moins importantes, ce qu'on appelle le système à ossature type balloon frame aux États-Unis. Et une grande partie des maisons aux États-Unis sont construites avec ce système-là, à savoir un système d'ossature qui utilise une seule section de bois et que l'on va assembler, et que l'on va voilà, assembler pour former des cadres, former des parois. Voilà. Et en fait, presque en caricaturant, sur un chantier aux États-Unis, un charpentier bois, il a une cloueuse à la main et il a un tas de bois d'une section tout identique. Et avec ça, il construit la maison. Alors, c'est un peu le système identique qui est utilisé en France. Je vais vous montrer quelques images.
où on vient voilà, à partir d'éléments en bois comme ça qui font 145 mm par 45 mm à peu près. On vient construire des systèmes de murs, de systèmes de cadres. Alors, le contreventement a été remplacé aujourd'hui, la barre diagonale que vous voyez dans le colombage traditionnel a été remplacée par une plaque de bois, une plaque d'OSB, qui vient rigidifier une des faces. Et donc, on vient construire des morceaux de murs comme ça, avec les trous pour les fenêtres. Vous voyez, tout est clair ici sur cette image-là. Et on vient, de proche en proche, construire les murs, construire les cloisons, porter les étages, voilà, avec ce système-là. Et ce système à ossature, encore une fois, il est très intéressant parce qu'il rejoint les questions de préfabrication que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, vous voyez que dans l'ossature, ensuite, on vient mettre de l'isolant. Et donc, voilà, c'est un système assez simple à mettre en œuvre et encore une fois, un sec, comme je le disais tout à l'heure, et assez rapide à mettre en œuvre. Voilà. Et donc, vous voyez, là, c'est la question de la préfabrication. On prépare à l'usine, hop, on met ça sur un camion et on livre ça directement sur le chantier. Alors là, donc, il y a parfois, là, par exemple, il y a juste l'ossature, la plaque de contreventement qui est un OSB, et on voit un élément blanc qui est le pare-pluie, on va dire le manteau ou le kawaii qui protège la paroi bois. Et donc, voilà, très très vite. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Il y a même des systèmes où on a presque le revêtement intérieur, la plaque de plâtre intérieur, l'isolant est déjà en place, les fenêtres sont déjà placées. Enfin, on peut aller très très loin dans la préfabrication. Donc ce système, il se compose assez simplement d'éléments d'ossature que vous voyez dépasser sur cette image tout en haut. Dans l'épaisseur de cette ossature, on a un isolant qui est représenté ici en vert sur l'image. Alors parfois, dans l'épaisseur des 14 cm, on met de l'isolant. On peut en remettre encore un petit peu sur le côté intérieur. Mais souvent, on a un système avec une plaque de plâtre et un vide d'air derrière qui permet aussi de travailler et de faire passer tout ce qui est éléments d'électricité, tout ce qui est les éléments de fluide en fait. Et puis sur le côté extérieur, donc j'ai parlé d'une plaque de contreventement, ce qui est représenté en jaune dessus, qui est un élément en bois. Et puis on vient mettre un pare-pluie, qui est quelque chose qui protège en fait la maison et le bois, en tout cas cette plaque de bois et tout ce qu'il y a derrière de la pluie. Donc c'est comme une espèce de film étanche qui vient protéger la construction. Et par-dessus ce pare-pluie, on vient clouer un bardage, donc des tasseaux de bois plus des planches de bois. Et derrière ces planches de bois, on laisse un vide d'air circuler pour que ce bois ne pourrisse pas. Ce qui est très intéressant avec ce système à ossature, et j'en parlais tout à l'heure, et qui rejoint les préoccupations liées à la qualité de l'air, c'est qu'en fait, ce mur, et quand on fait attention notamment aux matériaux qui sont mis en œuvre, et qu'on travaille notamment avec du bois, et qu'on fait attention à ce que tous les matériaux qu'on va mettre en place soient perméables à la vapeur d'eau, ce mur, il est perméant. Donc, il laisse passer la vapeur d'eau, et donc il régule la qualité de l'air intérieur, et donc l'hygrométrie intérieure donc, est régulée, et on augmente le confort, et on diminue aussi les besoins de ventilation qui seraient nécessaires pour évacuer cette humidité. Et donc, souvent, si on veut un peu compléter cette étanchéité à l'air de la paroi, on rajoute souvent un frein de vapeur sur la face intérieure contre l'isolant, ce qui permet aussi pas de bloquer cette diffusion de la vapeur d'eau, mais de la freiner ou de mieux la réguler. Voilà. Et bien entendu, ensuite, sur les systèmes à ossature, tout le monde connaît ce système de fermette, donc on peut aussi, avec ce même principe, construire la toiture de l'édifice sans avoir recours à des charpentes très sophistiquées, même si ça peut avoir un intérêt parfois. Et l'autre système à ossature, puisque en fait c'est le système poteau-poutre, qui est plus classique, que tout le monde comprend très bien, à savoir on travaille tout à l'heure on travaillait avec des systèmes de voiles porteurs, de murs porteurs, et là on travaille avec des points porteurs, ce sont juste des poteaux sur lesquels on vient mettre des poutres, et ensuite on vient dissocier la question de la cloison ou de la paroi,
Elle peut venir à l'intérieur, mais elle peut aussi venir devant ou en retrait. Voilà. Donc, on a une certaine liberté ensuite par rapport à la question de la paroi qui va venir constituer cet édifice. Et en plus, dans ces systèmes à ossature, il y a des systèmes beaucoup plus savants, ensuite de tridimensionnels, de coques, de structures plissées ou nervurées. Enfin voilà, il y a tout un éventail de choses. Il ne s'agit pas de rentrer dans le détail là aujourd'hui, mais d'expliquer plutôt les grands principes de cette construction-là. Et ce qui est bien entendu très intéressant, et pour un architecte, c'est de jongler avec ces différents systèmes. Dans une maison de l'exposition, une maison à cabriales, une maison suspendue, et là on peut voir comment là aussi l'architecte a su jouer à la fois de la topographie et comment l'utilisation du matériau. Alors je parlais tout à l'heure un petit peu de mixité, qu'on pouvait varier les systèmes, et donc sur cette maison, il y a à la fois des systèmes de points porteurs, de poteaux poutres, on le voit bien, et même parfois les poteaux, vous voyez comme les poteaux peuvent être ici en acier, et on utilise une charpente plus traditionnelle. Et puis sur l'arrière de la maison, celle qui contient plutôt les parties à vivre, là on est sur une grande terrasse projetée dans le vide. Sur l'arrière de la maison, on retrouve des systèmes de panneaux et de murs à ossature bois, et donc un système plus traditionnel évoqué tout à l'heure. Donc la mixité, elle est intéressante parce qu'elle permet de réagir à des situations différentes. Ce qui est aussi intéressant de dire, c'est que l'ossature bois, elle ne signifie pas forcément ou systématiquement un bardage bois à l'extérieur. On peut, comme sur cet exemple qui se situe en Lozère, à Brinou, on peut aussi rapporter un enduit, donc trouver un système complexe avec un isolant, puis un enduit projeté, qui parfois voilà, permet de jouer sur les différences de matière et peut-être faire le lien avec des architectures plus locales. Dans certains contextes, en tout cas, ça peut avoir son intérêt. Et comme je le disais tout au début, on est voilà, dans cette exposition-là, on vous présente tout un tas de programmes réalisés en bois, ici des gîtes à fraissure à goût. On peut même utiliser le bois en extérieur, alors avec quelques précautions. Il faut être attentif à la classe de bois. Ce que je n'ai pas précisé jusqu'alors, c'est que les bois sont classés par différentes classes et qui correspondent à leur domaine d'utilisation, soit à l'intérieur, soit dans les extérieurs protégés, sujets à des variations d'humidité, mais protégés de la pluie, soit exposés à la pluie de façon très, très peu fréquente, ou alors des bois qui restent forcément tout le temps à la pluie, ou en tout cas qui sont soumis à des rythmes et à des fortes pluies. Et donc ce sont des bois de classe 4, là en l'occurrence, ou des bois exotiques dans certains cas. On utilisera des bois en fonction de leur classe. Et donc là, à l'extérieur, il faut être très très vigilant à leur mise en œuvre et à leur durabilité. Alors peut-être vous donner aussi, dans le cadre de cette petite présentation, quelques conseils. Ce qui est très très important quand on construit en bois, c'est de protéger ou de mettre le moins possible les éléments de structure, les éléments qui constituent la structure porteuse de l'édifice, de les mettre le moins possible à l'extérieur, ou en tout cas, si on les met à l'extérieur, de les protéger. Parce que c'est des éléments qui vont, comme ils sont structurels, ils sont très très importants pour le squelette de l'édifice, et donc il faut qu'ils soient le plus protégés possible. Donc ça veut dire, s'ils sont à l'extérieur, protégés de la pluie, et donc voilà, il faut être capable d'assurer cette protection. Et donc, quand on n'est pas capable d'assurer cette protection, on peut utiliser d'autres matériaux. Par exemple, ici, les points porteurs sous ce préau d'une école, ces points porteurs sont réalisés en acier. Et là, vous voyez comme toute la partie bois et de la charpente bois, qui est assez remarquable et assez intéressante, une espèce de tressage en bois. On voit comment elle est protégée par la toiture largement débordante. Les autres points de vigilance, ils constituent les parois et les bardages notamment. Donc, il faut faire attention à ce que, quand on pose un bardage, à savoir le revêtement qui va venir en façade de la maison, qui remplace l'enduit traditionnel dans la maison à ossature bois, ce bardage, il doit bien entendu se tenir hors d'eau, donc notamment l'eau stagnante qui reste au sol. Donc ça veut dire qu'il faut construire, on le voit à travers ce petit détail, se surélever, c'est-à-dire que de 20 cm, il ne faut pas que les bardages soient en dessous de 20 cm par rapport au sol naturel, donc il faut se mettre un peu hors d'eau. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, il faut que cette paroi soit ventilée. Donc là, vous voyez sur cet écorché un morceau d'une planche, et puis vous voyez des systèmes d'ossature ensuite qui vont venir supporter les autres planches, et au fond vous voyez le pare-pluie là avec cet élément orange qui apparaît le dessin du fabricant, peut-être quelque chose comme ça. Et donc il va falloir faire circuler de l'air derrière cette paroi en bois,
qui est à l'extérieur pour que en fait, le bois ventilé, le bois a besoin d'être ventilé pour bien résister dans le temps. Et donc ces bardages, il faut les ventiler. Donc il y a toujours une lame d'air qui circule derrière un bardage bois. Et pour éviter que les rongeurs ne pénètrent à l'intérieur de cette lame d'air, vous voyez, on met des dispositifs anti-rongeurs qui laissent passer l'air, mais qui permettent pas aux rongeurs de passer. Donc on le voit là sur ces différents dessins écorchés, sur la pose notamment, la différente pose des bardages. Donc on peut poser les bardages à l'horizontale sur cette première dessin à gauche. Vous voyez qu'on a un système de tasseaux en bois qui vient se clouer sur le pare-pluie et qui laisse passer l'air, qui laisse un espace, qui laisse circuler l'air derrière cette paroi. Donc on a des bardages à pose horizontale. Quand on veut poser un bardage dans l'autre sens, pose verticale, du coup il est plus intéressant de faire un double littelage. Donc on met deux tasseaux, on met un double tassautage, et donc pour pouvoir clouer les planches. Et puis, alors il y a un autre dispositif qui est présenté ici pour la pose verticale, c'est un tassautage en quinconce, mais on peut penser que peut-être la circulation d'air est moins optimale dans ce tassautage-là. Voilà. Parmi les conseils sur lesquels il est important d'insister quand on construit en bois, c'est qu'il faut anticiper et d'une certaine façon accepter aussi le changement d'aspect des bardages. Le bois est un matériau naturel. La plupart du temps, en tout cas, il peut être posé comme ça à l'extérieur, sans vernis, on peut bien entendu les lazurer, on peut aujourd'hui y rapporter tout un tas de matériaux, mais les matériaux qu'on rapporte, s'ils sont d'origine industrielle ou qui sont liés à la pétrochimie, on est peut-être dans quelque chose qui n'est pas très cohérent par rapport à l'idée de construire sain et d'utiliser ce matériau-là pour certaines raisons. Donc on peut le laisser brut, le bois, on peut le laisser comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va vieillir et il va changer d'aspect, de sa couleur très chaude et au départ brun, caramel, enfin voilà, des couleurs très, 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 très chaudes. Il va progressivement griser sous l'effet à la fois des UV et des cycles d'eau de pluie qui va délaver cette paroi, et donc le bois va devenir progressivement gris. Et donc sa surface va être légèrement altérée, ce qui va lui donner un petit peu un côté, au bout de 10 ans, peut-être bois sablé, c'est-à-dire qu'il va prendre un aspect de surface un peu granuleux, mais on veut dire que le bois n'est pas altéré dans sa capacité technique, c'est-à-dire que le bois est toujours aussi résistant et il n'a pas d'altération sur son aspect mécanique, mais il faut accepter ce grisement. Donc ça veut dire qu'il faut considérer que quand on fait un projet en bois, il va finir plutôt couleur grise. Et surtout, ce qu'il faut faire très très attention en termes de conception, c'est presque d'anticiper ce vieillissement. On sait par exemple que des parties qui vont être protégées vont moins griser que des parties qui vont être très exposées. Et donc il faut être capable, dans le cadre d'un projet, de construire le projet en anticipant ces phénomènes de vieillissement et de ne pas les subir d'une certaine façon. Vous pouvez voir sur certaines images ici comment une partie du bois là notamment sur cette image en bas à gauche, comment la partie supérieure de la construction a grisé, comment la partie inférieure, elle, de façon assez homogène d'ailleurs, protégée par une avancée de toiture, d'une casquette, est restée dans sa couleur à peu près d'origine. Et vous voyez par exemple sur l'image qui est à droite, comment on passe d'un dégradé de gris foncé à quelque chose de plus en plus clair, et notamment quelque chose de très très clair, qui est protégé par cette avancée de fenêtre, par cette espèce de beau window là. Et donc on peut penser qu'ici le vieillissement a été moins anticipé et moins suivi. Voilà un peu l'effet que vous avez tout en haut au départ, après livraison, et puis quelques années plus tard, après 3 ans de service, vous voyez, le bois devient gris. Donc ça, c'est pas un problème en soi, il faut simplement le savoir, l'accepter et bien anticiper d'un point de vue des dispositifs qu'on met en place, ce vieillissement pour pas avoir quelque chose qui va être très très hétérogène et pas maîtrisé. Et puis peut-être pour terminer, un mot sur la question du bois en Méditerranée. Il faut être très très attentif en Méditerranée puisque la problématique c'est plutôt le confort d'été que
confort d'hiver reste important, mais le confort d'été devient prédominant et va l'être de plus en plus avec le réchauffement climatique annoncé. Il faut être très vigilant à la question bien entendu, des dispositifs très simples de contrôle solaire, hein, être capable de se protéger du soleil par des avancées de toiture, par des auvents, par des systèmes de pergola, par une bonne utilisation de la végétation qui va pousser en été, et donc nous protéger et ramener de la fraîcheur, de l'évaporation, et donc fabriquer des environnements habitables en été et bien maîtrisés, en tout cas le plus maîtrisé possible au niveau du climat. Donc il faut une bonne conception, et puis aussi il faut aussi travailler sur la question de l'isolation de la maison, et donc travailler sur l'inertie. On a dit que le matériau bois est un matériau avec une faible conductivité, il est très isolant, mais il est plus faible sur la question inertique par rapport à une construction en pierre ou par rapport à du béton par exemple, et donc il va falloir travailler, il va falloir ramener de l'inertie, et notamment cette inertie elle est ramenée par la qualité de l'isolant qu'on va mettre en œuvre. Et donc, on va travailler avec des ouates de cellulose ou des fibres de bois denses qui vont ramener de l'inertie pour assurer un confort de cette maison en été. Donc c'est un point de vigilance, c'est un point sur lequel il faut être vigilant, mais qui s'accompagne aussi d'autres dispositifs de ventilation naturelle, d'exposition. Et par rapport à l'exposition, ce qui est intéressant, bien entendu, on parlait de la végétation tout à l'heure, c'est de se pouvoir ensuite, l'hiver, profiter de ces apports solaires du soleil. Donc si on a des plantations devant la maison, il va falloir que ce soit des essences caduques qui perdent leurs feuilles et qui laissent rentrer le soleil. Et là encore, l'inertie nous permettra de stocker cet apport solaire de la journée, voilà, et qui passe à travers les vitrages de la maison. Voilà. Et donc, il faut être attentif à ces questions-là, puisque l'architecture, la construction en bois, est peut-être moins favorable. Et donc, du coup, ça plaide parfois pour des systèmes mixtes, hein, notamment si on est capable, via une construction en ossature bois, sur une dalle en béton, par exemple, on va pouvoir stocker dans cette dalle-là en béton, sur un sol qui va permettre de stocker via un sol scellé, par exemple, ou même une dalle béton massive, qui sera bien entendu isolée par en dessous. On va pouvoir stocker de l'énergie, stocker de l'énergie accumulée dans la journée, et cette énergie va être restituée le soir, aux périodes les plus froides. Et donc là, ça va être très intéressant au niveau de la conception de travailler comme ça. Donc là, on rejoint des problématiques plutôt de vivre et construire avec le climat, qui est une autre exposition qu'on peut présenter au CAUE, mais vous voyez, comme tout est lié d'une certaine façon. Et puis, un dernier point, c'est je le disais tout au début, la construction en bois en Méditerranée est peut-être assez récente et assez neuve. On a quelques exemples, mais on utilisait beaucoup le bois dans les menuiseries, les portails de granges ou de bâtiments agricoles, les volets historiquement. Et on peut voir comment ces volets, parce qu'ils étaient bien ventilés, bien construits, ont traversé les époques et les âges. Et puis sur des choses plus rudimentaires, dans les cabanes à chevaux, dans la campagne. Mais voilà, il n'y a pas véritablement d'écriture bois en Méditerranée, il n'y a pas vraiment d'architecture bois en Méditerranée qui pourrait faire référence, comme dans d'autres pays, par exemple le Vorarlberg. Et donc aujourd'hui, on a tendance à avoir des projets qui sont souvent des projets qui sont issus de cette mode, en fait, ou de ces références-là, quoi. Donc on va avoir des projets qui ressemblent beaucoup à des projets qu'on peut voir dans le Vorarlberg. Et on peut penser que ça peut être intéressant que les architectes et les concepteurs se mettent à faire émerger une véritable architecture méditerranéenne en bois, et donc peut-être avec des spécificités ou une écriture particulière. Et donc ça, c'est certainement ce qui reste à produire pour qu'on ait peut-être une acceptabilité plus grande encore de ce matériau-là, puisque parmi les freins que j'évoquais au début, il y a notamment la question souvent on entend de la part des élus, le bois, c'est pas ici, c'est les chalets à la montagne. Alors qu'aujourd'hui, alors bien entendu, il y a de plus en plus une acceptabilité de l'architecture en bois, mais il y a quand même des freins culturels liés à son installation dans le territoire. Et donc, peut-être que la production d'une architecture plus contextualisée, en relation avec ce territoire-là, avec les questions thermiques, avec la ressource notamment, disponible sur place, va permettre de faire émerger une architecture méditerranéenne en bois. Pour terminer cette présentation, sachez que
Il y a de nombreux acteurs qui œuvrent à la promotion du bois dans notre département et dans notre région. À savoir, il y a les collectivités forestières Occitanie qui regroupent toutes les communes, collectivités propriétaires ou non de forêt, pour faire de l'espace forestier et de l'utilisation du bois un axe de développement économique local pour les territoires. Bien entendu, ils font partie d'un réseau structuré au niveau national, mais aussi de régional, mais aussi de massif. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les filières s'organisent aussi par massif. Nous, pour ce qui nous concerne, le massif central. Vous avez aussi l'interprofessionnel Fibois Occitanie qui regroupe et organise, développe et fait la promotion de toute la filière bois. Et donc, voilà, elle est là pour, elle aussi, vous accompagner les collectivités, accompagner les projets pour voilà, que cette filière bois, notamment locale, soit le plus valorisée et possible. Et à ce titre-là, pour les maîtres d'œuvre, ces gens-là sont d'une aide précieuse quand il s'agit de faire des appels d'offres ou pour identifier la ressource locale pour les projets. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à emprunter notre exposition en la réservant et vous trouverez toutes les informations pour la réserver sur notre blog cau34.fr.